Bonjour François, Bonjour Georges, bonjour à tous. comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Un peu abasourdi par le discours que j'ai entendu hier soir par le chef de l'État, donc je suis encore dans une espèce un peu sonné, disons. Bon, alors moi, on se fout de ma gueule dans le chat et j'aime pas ça. Il paraît que Pedro, Mel Gibson dit que Pedro m'a traité de vieux et que, qu'est-ce qu'on me dit là? Et que je suis plus efficace avec un Minitel. Ok, merci Mehdi. Ah, il y a des problèmes techniques. Euh, bon, bah, tu as évoqué le sujet. Hier soir, on a eu l'adresse à la nation d'Emmanuel Macron. C'était martial, c'était sérieux. Il y avait de la tension, de la fermeté dans la voix. Alors, est-ce qu'on a assisté à un écran de fumée, d'après toi? Et est-ce qu'il a parlé de mobilisation nationale, de défense de la démocratie? On a à nouveau la menace à l'Est, c'est la menace russe. Et il a évoqué un renforcement des moyens militaires et proposé d'étendre la dissuasion nucléaire à nos voisins européens. Alors, est-ce que tout ça est sérieux ou c'est un écran de fumée pour masquer les catastrophes internes? Bon, il y a beaucoup de choses. Il faut remettre ça dans différentes perspectives. Il faut remettre ça dans la perspective politique française. Je vais commencer par là. C'est pas forcément celle par laquelle on serait tenté de commencer, mais n'oublions jamais le temps un peu plus long de la politique française, qui est le temps de la dissolution du chef de l'État opérée au mois de juin dernier, et le fait qu'il est passé d'une structure de démocratie minoritaire, un peu primaire, j'allais dire, dans sa première partie de second quinquennat de 2022 à 2024, à une démocratie minoritaire quasi intégrale depuis le mois de juillet dernier, et qui fait qu'il est désormais largement démonétisé sur la scène politique française, et ça a bien sûr des conséquences sur la scène internationale. Donc il faut remettre ça dans cette perspective-là, celle d'un chef de l'État qui n'a plus de levier d'action et qui se ressaisit de ce qui est à sa portée, à savoir le fait d'être le chef des armées, pour revenir sur le devant de la scène et avoir une parole qu'il voudrait voir redevenir centrale. Voilà, tout le monde a bien compris, tout le monde a bien vu le parallèle qui s'est imposé à cette occasion entre le Macron, chef des armées pour une guerre et une intervention en Ukraine hier, et le Macron du Covid que l'on a connu il y a 4 ans de cela. La forme rejoignait le fond et nous donnait cela à voir. Ça, c'est la première mise en perspective. La deuxième mise en perspective, c'est celle de la séquence que nous connaissons depuis vendredi, c'est-à-dire la tragédie en 3 actes à laquelle nous avons assisté depuis l'épisode du bureau ovale à Washington, à savoir acte 1, les Américains, Donald Trump et son vice-président qui disent « on reprend nos billes ». Acte 2, la scène de panique dans la scène politique française et dans la scène politique européenne, où finalement il y a une espèce de momentum européen qui se crée, dont se saisit Emmanuel Macron pour dire je vais pouvoir appliquer une stratégie du choc et faire avancer les vues que je développe sur l'Union européenne, et notamment l'idée de souveraineté européenne qui est désormais appelée Europe puissance, et donc se saisir de cette occasion pour faire avancer cet agenda. Et le troisième moment qui est celui où Mark Rutte siffle dès le dimanche la fin de la récréation en demandant à Zelensky de réparer sa relation avec Donald Trump et avec l'administration américaine, et qui dit que les choses doivent se faire désormais et à nouveau en bonne intelligence entre les États-Unis, l'Union européenne et l'Ukraine. Autrement dit, tout ça remis au goût du jour sous le parapluie de l'OTAN, dont Mark Rutte est bien sûr le secrétaire général. Donc voilà un petit peu, ça c'est l'élément de contexte, l'élément de contexte international. Donc on voit bien que quand on lit l'un et l'autre, on se doutait que le chef de l'État allait tenter de reprendre la main. C'est ce qu'il a fait dans un format qui était finalement assez attendu, et dont il ne sort au final pas grand-chose. Sinon, et c'est ça qu'il faudra également examiner, je crois, la nature des réactions sur la scène politique française. Moi, je trouve les gens extrêmement tétanisés. Je parle des oppositions là, que je trouve extrêmement tétanisés et allant globalement dans le sens du chef de l'État, ou du moins en étant extrêmement bienveillante, comme s'ils ne voyaient pas
voir venir le piège qui est tendu. Ce piège, il est double. C'est celui qui a lieu à la fois sur la question du dessaisissement de la souveraineté nationale au profit d'un transfert vers l'Union européenne. Le deuxième, c'est le retour de l'austérité, qu'on le veuille ou non. Je suis très étonné de voir aussi peu de réactions sur le sujet. Mais quand M. Macron nous dit qu'aujourd'hui, lors du Conseil européen à Bruxelles, il sera acté le fait qu'un certain nombre d'investissements ne seront plus pris en compte dans le déficit des différents pays, il nous dit aussi dans le même temps qu'il va falloir augmenter le budget de la défense au-delà du plan qui a été annoncé pour la séquence 2024-2030 et l'augmenter de telle sorte que ça fera un surplus dans le budget de 70 milliards d'euros par an, et il dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts dans le même temps. Autrement dit, il va là aussi faire une stratégie du choc, se saisir de cette opportunité pour appliquer une cure drastique d'austérité. On le sait d'autant plus que dans l'entourage de M. Macron, c'était écrit dans un journal qui est pas d'obédience particulièrement gauchiste, qui est le Figaro, que dans l'entourage de M. Macron et à l'Élysée, M. Macron lui-même prend pour exemple le Danemark, qui a considérablement augmenté ses dépenses de défense, mais qui dans le même temps est en train d'envisager de passer l'âge légal de départ à la retraite à 70 ans. 70 milliards d'euros par an, 70 ans pour la retraite, le parallèle est vite fait. Mais alors, tu viens de le dire, le Conseil européen pourrait déduire les dépenses militaires du calcul de la dette, en tout cas pour les fonctionnaires européens. Mais toi qui es mathématicien, ça marche pas comme ça sur les marchés. Le déficit pour les marchés qui prêtent à la France ou aux autres pays européens, le déficit reste le même. Ça n'est qu'à Bruxelles que ça va passer de 6,2 à 3% ou 4% si on retire le budget de la défense. Pour le reste des investisseurs, ça sera 6, 7, 8%. Surtout si on augmente l'investissement dans l'armée. Oui, on est en train de parler de ces chiffres qui ont été inventés sur un coin de table, puisque l'anecdote avait été largement rapportée, la manière dont avait été fixé, par exemple, le taux de déficit à 3%. On parle de ces chiffres qui n'ont aucun sens, qui sont juste un fouet qui a été mis dans la main de la Commission européenne pour faire avancer les États et les peuples surtout au pas, et donc que ce soit respecté ou pas respecté dans ce cadre-là, on s'en fiche. On a vu lors du Covid que peu importe, en fait, ces chiffres n'ont pas de réalité matérielle et n'ont pas de réalité économique ou financière. On joue juste à se faire plaisir et ça permet juste à Monsieur Macron de dire regardez, on fait avancer finalement l'Union européenne dans le sens que vous souhaitiez. Il essaie de se placer là un petit peu dans le rôle de celui qui est le porte-drapeau finalement de l'Union européenne. Il faut dire qu'il en a l'occasion parce que Madame von der Leyen, qui avait quand même construit tout son deuxième mandat à la Commission européenne à sa main, voit quand même un petit peu les choses lui échapper. On voit qu'elle essaie de reprendre la main. Vous savez qu'elle avait été extrêmement absente des débats au début du mois de janvier, quand il y avait eu une offensive géopolitique de la part de M. Trump, quand il avait évoqué pour la première fois la question du canal du Panama, la question du Groenland, la question du Canada comme 51e État des États-Unis. Mais là, on voit que dès qu'il est question de gros sous, Madame von der Leyen essaie de reprendre la main. C'est quand même assez insensé que ce soit elle qui soit venue annoncer dimanche, après le sommet de Londres, qu'il y aurait un plan de 800 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne pour développer les capacités de défense. Donc on voit qu'elle essaie de reprendre la main, mais elle ne peut pas en reprendre la main d'un point de vue politique. Et donc M. Macron voit bien que finalement, c'est peut-être lui qui va pouvoir se remettre en avant. Il essaie de se saisir de cette occasion. Mais que ce soit lui ou Mme von der Leyen, soyons clairs, ce sont les mêmes.
Je disais que Mme von der Leyen avait été absente sur la question géopolitique, par exemple pour le canal de Panama. Monsieur Macron, on sait qui sont ses affidés et ceux avec lesquels il travaille. Il ne vous a pas échappé qu'on a appris il y a 48 heures que le fonds hongkongais qui gère les deux ports, l'un sur le Pacifique, l'autre sur l'Atlantique du canal de Panama, allait être cédé à BlackRock. On en a parlé avant que tu arrives, justement, parce que voilà. Enfin non, c'est cédé une filiale qu'on ne connaît pas encore de BlackRock, mais bon, bref, c'est cédé à BlackRock. Et on a expliqué aussi les participations croisées très complexes qui font qu'on ne sait pas très bien qui possède JP Morgan, BlackRock ou toutes ces entreprises ou Vanguard, toutes ces multinationales américaines. Alors, oui, j'ai mis en exergue Fifi 70 qui nous met de manière concise le plan Draghi en kaki. 800 milliards, ce chiffre ne sort pas de nulle part. C'était le chiffre qui était dans le rapport Draghi. Rapport Draghi, rappelons-le, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'était ce rapport fait par l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, l'ancien Premier ministre très européiste italien, l'ancien patron Europe de Goldman Sachs, quoi, hein, ces gens-là sont bien connectés, qui avait fait un rapport sur la compétitivité en Europe et qu'ils avaient, de manière assez intelligente, évité de faire sortir avant les élections européennes pour qu'elles ne se passent pas encore plus mal qu'elles ne se sont passées pour les tenants de démocratie minoritaire. Et il dit qu'il faut relancer, on n'a pas, et surtout on n'a pas assez d'armement, 800 milliards. Et donc en fait, des mois après, on a un retour de ce de ce plan. Et ce qu'il se passe, ça doit être ce que tu évoques à longueur d'intervention, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, c'est pas tellement une question d'aller s'opposer à la Russie en Ukraine, c'est plutôt se servir de cette occasion en sacrifiant l'Ukraine pour fédéraliser l'Union européenne et casser un peu plus les États-nations. C'est-à-dire que, est-ce que on pense raisonnablement, et est-ce que même nos dirigeants peuvent penser raisonnablement qu'aujourd'hui, ils peuvent remonter comme ça, là, d'un coup, sur le cheval de la géopolitique internationale? Ils essaient aujourd'hui, on voit bien ce mouvement extrêmement puissant dans les médias et dans les différentes déclarations des uns et des autres, de nous expliquer que oui, ils avaient tout vu venir et ils avaient bien vu les États-Unis changer, mais qu'en fait, on les avait pas vraiment écoutés, on les avait pas bien compris, on les avait pas bien entendus, qu'ils étaient très forts, qu'ils d'ailleurs, ils sont assez préparés à cela et que finalement, c'est la faute des autres États membres et aussi peut-être la faute de nous autres Français qui avons voulu continuer à être abreuvés au biberon américain. Mais sincèrement, sur la scène internationale, on ne voit pas bien quelle est, malgré les déclarations de M. Macron hier, quelle place peut rejouer l'Union européenne aujourd'hui dans la discussion sur la question ukrainienne. On ne voit pas bien quelle place peut rejouer aujourd'hui l'Union européenne ou la France sur la question internationale entre les États-Unis et la Chine, où il y a là aussi une augmentation de la tension avec des mises en garde extrêmement claires à la fois du côté américain et les Chinois qui s'en laissent pas compter et qui ont répondu sur le même temps. Donc on ne voit pas bien comment l'Union européenne, j'étais venu l'expliquer ici à ce micro, était victime d'un déclassement. Il y avait un double déclassement, celui de la France dans l'Union européenne et celui de l'Union européenne en tant qu'acteur de la géopolitique internationale. On ne voit pas bien comment, dans la séquence, ils vont pouvoir remonter sur le cheval. Donc, à partir du moment où l'objectif n'est pas celui-là, c'est pas avec les déclarations qui ont été faites hier par M. Macron, c'est pas avec ce qui va sortir aujourd'hui du Conseil européen de Bruxelles que on va se réinviter à la table des négociations sur l'Ukraine. Donc, ils essaient de tirer avantage de ce qu'ils peuvent. Et sur quoi peuvent-ils tirer avantage? Sur les deux points que j'ai évoqués. Le premier, c'est ce que tu viens de dire, pousser à une intégration de plus en plus forcée et aller vers le fédéralisme européen, c'est-à-dire vers un transfert et une délégation de souveraineté vers Bruxelles et vers un cadre plus à l'abri du regard des citoyens. Et le deuxième, c'est appliquer les politiques qui sont traditionnellement les leurs au service des marchés, des grands groupes et des politiques finalement néolibérales. Voilà. Donc on est sur des choses qui sont assez connues, mais qui ne sont pas en prise avec la grande politique. On est dans la petite
tambouille politique habituelle. Moi, il me semble que c'est ça qui ressortait du discours de monsieur Macron hier. Et pour ce faire, il faut dire qu'il n'a pas hésité à, à être dans son entreprise assez classique de manipulation de l'information, on doit le dire comme ça. Enfin, aujourd'hui, on nous parle d'économie de guerre. Moi, ce que je constate, c'est qu'on n'est pas en économie de guerre, on est en propagande de guerre aujourd'hui, dans tous les médias dominants. Et quand M. Macron vient hier soir dire « la Russie viole nos frontières », je pose la question, quelles sont les frontières françaises qui ont été violées par la Russie? Quelles sont même les frontières européennes avec le conflit, les frontières de l'Union européenne? Quelles sont les frontières de l'OTAN qui ont été violées? On ne peut pas dire tout et n'importe quoi parce que ça décrédibilise finalement les nécessités d'intervention sur la scène internationale que nous devrions avoir. Voilà. Je crois qu'on est sur cette séquence qui est un petit peu compliquée où on accepte notre déclassement alors même que si on ne peut pas le faire par l'Union européenne, nous aurions les moyens d'être acteurs, nous autres Français, là-dedans. Mais c'est comme toujours, M. Macron se refuse à agir en tant que puissance indépendante et autonome et souveraine qu'est la France. Et comme toujours, il va dire qu'il y a d'abord un primat et un postulat du fait qu'il faut d'abord passer par l'échelon européen parce que il serait le plus habilité pour ça. Ça, c'est finalement, c'est un enfermement de la pensée de M. Macron, et je crois qu'il est sincère quand il dit cela, mais c'est un enfermement de sa pensée. Si vous regardez un tout petit peu en arrière, c'est ce qu'il a fait, par exemple, sur le marché européen de l'énergie. Des pays, on le sait, comme l'Espagne, ont repris leur liberté d'action sur le prix de l'énergie, le Portugal même. M. Macron, lui, s'y est toujours refusé. Il a toujours dit il faut d'abord un accord européen. Et oui, je suis pour revoir le marché européen de l'énergie, mais il faut d'abord le faire au niveau de l'Union européenne. Eh bien, bilan, la France est toujours en train d'attendre et continue à payer l'énergie au prix fort. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière sur un tout autre sujet, la question des visas vis-à-vis de l'Algérie. Plutôt que d'agir directement, qu'on soit d'accord ou pas, mais avec le gouvernement et vis-à-vis du gouvernement d'Alger sur ce sujet de la restriction des visas, il a dit « Ah non, mais pour agir, il faut d'abord qu'il y ait un accord européen parce qu'on sera plus efficace si on impose une restriction de visa au niveau européen vis-à-vis d'Alger », ce qui est là encore un refus d'obstacle et un refus d'action. Et bien là, il pratique la même chose et plutôt que de se servir des deux grands atouts, des deux seules finalement cartes qui nous restent pour nous autres Français sur la scène internationale, qui sont d'un côté notre siège permanent au Conseil de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, et l'autre la dissuasion nucléaire, et bien comme par hasard, c'est ces deux-là qu'il a proposé de mettre en partage il y a quelques mois, de partager avec l'Allemagne le siège au Conseil de sécurité. Et malgré les précisions qu'il a apportées hier, on a bien vu comment il avait entrouvert la porte et dans quel sens pour la question de la dissuasion nucléaire. Alors, j'abonde à 100%. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Il faut quand même rappeler que ce transfert du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU est quand même très très clairement décrit dans ce premier traité qu'il a voulu, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui était un peu oublié et qui montre l'action en ce sens d'Emmanuel Macron dans le long terme. Tu as très justement dit que tout ça est un peu du théâtre, car justement la France et la Grande-Bretagne ont un pouvoir assez important sur la scène internationale, à savoir le droit de veto au Conseil de sécurité. Et c'est là, j'aimerais ton avis, parce que tu as parlé de la classe politique française qui a l'air paralysée, parce que la menace russe agit comme du polonium, c'est-à-dire que ça paralyse totalement toute réflexion de peur d'être qualifié d'agent russe. Mais moi, je pensais que tout était plié le 25 février dernier, à 11h du matin, 11h36, heure de New York. Puisque le 25 février, et ça, j'aimerais avoir ton avis, comment ça se fait que, y compris ceux qui sont les plus attachés à la défense de l'Ukraine, pourquoi diable n'utilise pas cette critique contre Emmanuel Macron, puisque le 25 février, la France, comme la Grande-Bretagne, avait l'occasion de faire veto à la résolution
américaine soutenue par la Russie et la Chine qui, en gros, déclare que les territoires conquis et qui seront conquis par la Russie resteront russes et que même la Russie n'est pas vraiment responsable de la guerre. Bon. Eh bien, ils se sont abstenus avant la conférence de presse de Macron, avant la visite de Starmer, avant la visite de Zelensky. Depuis ce jour-là, tout ça est un cirque. Comment ça se fait, d'après toi, que la classe politique, les oppositions, ne rappellent pas ce phénomène, ne demandent pas à Emmanuel Macron, qui est si martial, mais pourquoi diable, Monsieur le Président, n'avez-vous pas fait veto? Montrer la puissance de l'Europe, de la France, et la défense de nos valeurs et de nos alliés ukrainiens. Finalement, Macron est un peu un Trump de jardin d'enfants. Il agit un peu comme Trump avec des préoccupations de politique intérieure, mais en bombant le torse sur la scène internationale. Et je crois que ce jeu-là ne prend plus auprès de qui que ce soit de sérieux, mais par contre, effectivement, les scènes politiques continuent, elles, à sauter à la corde là-dessus. Tu as raison sur ce que tu viens d'évoquer. Au moment même où il était en train de négocier avec le président Trump à la Maison-Blanche, il y avait l'épisode que tu viens de rappeler à l'ONU dans un premier temps et surtout ensuite au Conseil de sécurité. C'est là que les choses se jouent au sein du Conseil de sécurité. Et Français et Britanniques n'ont pas bronché. Ils se sont simplement abstenus plutôt que brandir le veto. Donc, une semaine avant que Mark Rutte siffle la fin de la récréation. Tout à fait. Donc il y a une forme de passivité et finalement, j'allais dire de complicité. C'est pas tant de complicité, c'est le fait qu'à un moment donné, ils actent qu'ils n'ont pas les cartes en main et qu'ils ne peuvent pas jouer la partie sans les Américains parce qu'ils se sont eux-mêmes désarmés. Finalement, il y a une forme d'allégeance dans cette façon de faire. Et ce qui est beaucoup plus incompréhensible, c'est ce que tu as évoqué. C'est-à-dire, c'est le fait que personne quasiment ne mentionne cet épisode sous cet angle dans l'opposition en France, de la même manière que j'ai évoqué la bienveillance après les propos du chef de l'État hier soir, tant du côté du Rassemblement national, j'entendais monsieur Bardella qui faisait preuve de beaucoup de retenue vis-à-vis d'Emmanuel Macron, que y compris de monsieur Mélenchon qui a donné le point pour une fois en y mettant ensuite des réserves, mais qui a d'abord donné le point à monsieur Macron quand Jean-Luc Mélenchon commence une intervention en disant monsieur Macron a raison. Bon, on sait que ça signifie qu'il laisse aller la politique qui est en place. Que le Parti socialiste... Excuse-moi, mais dans le fil, il y a Fifi70 qui insiste, peut-être que Fifi est un petit peu proche de la FI, que Mathilde Panot a très bien parlé ce matin, elle n'a pas dit amen. D'accord, mais bon, enfin, mais on écoute les gens qui structurent une pensée et qui donnent une ligne directrice. Et je suis pas sûr que Madame Panot soit de cela au sein de la France insoumise. Oui, parce qu'au même moment, Manon Aubry sur Europe 1 disait que la Russie est une menace. Non, mais j'écoute toujours avec intérêt et attention ce que dit Jean-Luc Mélenchon, que je sois d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit. Il donne une orientation politique et stratégique. J'ai bien lu son tweet d'hier soir où, comme toujours, chaque mot est pesé. Et donc, je le redis, si Jean-Luc Mélenchon commence son tweet en disant oui, Emmanuel Macron a raison, c'est pas sans raison. Mais permets-moi de continuer le tour d'horizon parce que j'ai quand même entendu lundi Olivier Faure venir nous dire à l'Assemblée nationale qu'il n'enlevait pas un mot de ce que disaient M. Macron et M. Bayrou et qu'il était complètement aligné sur leur position en réclamant simplement d'aller encore plus loin, lui, avec la confiscation des avoirs russes. Donc on voit qu'on a toute la scène politique qui se met au diapason. Même je voyais quelqu'un il y a un instant comme le sénateur Ouzoulias, qui est quelqu'un qui est de valeur, qui agit souvent dans les intérêts du peuple, venir nous dire que finalement c'était intéressant cette intervention de M. Macron et que c'était mettre fin à l'austérité puisque on allait pouvoir sortir du déficit les dépenses d'investissement en recherche sur le pôle industriel et sur les questions de défense. Tous ces gens-là ne voient pas le piège qui leur est tendu ou feignent
pour certains, de ne pas le voir. Moi, je suis assez saisi de ça dans cette période, et je crois que ce que j'ai évoqué tout à l'heure en un mot, en disant que s'il n'y avait pas d'économie de guerre, il y avait une propagande de guerre aujourd'hui, est une forme de chape de plomb qui est en train d'inhiber tout le monde et qui crée une forme d'unanimisme. Et je me méfie beaucoup de ces moments dans l'histoire où il y a un unanimisme de la sorte, où il y a une forme d'auto-intoxication générale, où on finit par croire finalement ce qu'on prêchait uniquement à des fins politiciennes, et ça peut conduire à de grandes catastrophes. Moi, je le vois un petit peu venir comme ça sur ces derniers jours. Il me semble que autant il y a eu un moment de panique vendredi soir après la rencontre dans le bureau ovale, autant j'ai l'impression que les oppositions françaises en politique intérieure sont sous chloroforme depuis, et que hier elles ont été prises de court par le retour sur la scène politique du chef de l'État. Elles préfèrent s'agiter dans le marigot de l'Assemblée avec M. Bayrou, Bétaram et le reste, mais dès qu'on rentre dans la grande politique, eh bien d'une certaine manière, il n'y a plus personne. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui est cette disjonction entre la politique internationale et la politique intérieure. Parce que, enfin, tu le sais aussi bien que moi, quand on parle d'efficacité, et notamment sur la question de la dissuasion nucléaire, pour la faire agir, par exemple, il faut à la fois l'efficacité des armes et la disponibilité. Et ça, nous autres Français, nous l'avons. Contrairement, par exemple, aux Britanniques, qui ont un système complètement intégré dans les anciens rouages de l'OTAN, nous avons cette indépendance-là, donc nous avons cet appui-là. Mais il faut derrière aussi, absolument, une forme de volonté populaire et d'assentiment populaire et de légitimité populaire qui est conférée. Or, elle ne l'a pas été dans les urnes au mois de juin dernier, et pour autant, on est en train de la recréer virtuellement à coup à la fois de coups de sape médiatique, mais aussi à la fois de coups de marteau, finalement, des différentes oppositions et de leur passivité. On pourrait avoir un retour de bâton directement de la Maison-Blanche, parce que bien que Mark Rutte, comme tu l'as rappelé, ait sifflé la fin de la déclaration le dimanche dernier, après la rencontre qui n'a servi à rien à Lancaster House, à Londres, l'attitude d'Emmanuel Macron et de certains Européens qui veulent en fait la continuation de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire proposer que l'Ukraine d'armer plus l'Ukraine pour qu'elle soit en meilleure position, c'est l'argument qui est sorti depuis 3 ans. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup aidé l'Ukraine, mais c'est concrètement la continuation de la guerre. Ça veut dire quoi? C'est bloquer l'administration Trump dans ses objectifs internationaux qui passent par calmer les relations avec la Russie. Parce que dans le cadre de la négociation, et y compris en utilisant un peu de mauvaise foi, les Russes peuvent très bien dire aux Américains, bon, vous avez fait des gestes, mais il y a vos vassaux là en Europe qui, eux, continuent la guerre. Donc nous, excusez-nous, mais on est bien obligé de continuer d'avancer. Évidemment que ça va agacer Trump. Est-ce qu'il ne va pas frapper plus fort pour contraindre les Européens et maintenant la France, parce que comme tu l'as dit, c'est Macron qui a pris ce leadership-là, d'arrêter de faire n'importe quoi. Peut-être après, mais les Américains en tout cas se remettent en situation de négociation. Enfin, on a tendance dans ce pays, chez nous, à prendre M. Trump pour un imbécile et quelqu'un qui agit sans ligne directrice, ce qu'il a fait quand même malgré tout dans la négociation là, en disant on arrête l'aide à l'Ukraine, on cesse de fournir du renseignement à l'Ukraine. Il se redonne aussi un argument dans la négociation vis-à-vis de la Russie quand même, soyons clairs. Parce que maintenant, l'argument est renversé dans l'autre sens, dans la négociation vis-à-vis de Vladimir Poutine.
Monsieur Trump pourra dire je rétablis l'aide ou je rétablis le renseignement si on n'arrive pas à un accord. Donc Monsieur Trump, lui, est en train de négocier. Et finalement, je crois qu'il se fiche un petit peu de ce que nous racontons. Je crois que les Russes vont en jouer, mais plus pour nous affaiblir que dans la négociation globale vis-à-vis des États-Unis. Parce que les Russes ont bien vu ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, on est toujours politico-centrés en France. Donc on voit Monsieur Macron qui s'agite dans tous les sens. On voit aujourd'hui que les Britanniques se sont en partie réalignés, mais enfin, ils se sont en partie réalignés, mais ils ont quand même toujours un pied à Washington. Enfin, c'est l'histoire qui veut ça, et ce sont leurs déclarations aussi actuelles. Ce sont les premiers, après Mark Rutte, à dire qu'il fallait continuer à construire quelque chose avec les États-Unis. Donc, ce que voient les Russes, c'est que les dissensions, par contre, au sein de l'Union européenne sont plus fortes que jamais. Madame Meloni, aujourd'hui, reprend une grande indépendance. Monsieur Orban a été reçu par Emmanuel Macron parce qu'il y a un désaccord, mais il y a un désaccord avec la Slovaquie. Il y a des pays qui sont beaucoup moins engagés que nous dans le sud de l'Europe. Je pense notamment à ce qui se passe en Espagne. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quasiment autant de lignes au sein de l'Union européenne qu'il y a de pays. Même un pays comme la Pologne, qui à la base est celui qui avait quasiment, depuis le retour au pouvoir des émissaires bruxellois, était celui qui avait la ligne peut-être la plus claire, la plus atlantiste possible. Aujourd'hui est pris entre deux feux, mais parce qu'il y a aussi des élections en Pologne à la fin du printemps, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être au mois de mai. Donc tout ça joue, tout ça pèse, et les Russes vont plutôt, à mon avis, jouer ce levier-là, plutôt que de jouer la carte les Européens finalement sont des va-t-en-guerre, et plutôt que d'opposer cette carte-là à monsieur Trump, ils vont jouer une carte spécifique sur l'Union européenne et pousser les contradictions jusqu'à leur terme. Voilà. Ça va être quand même assez cocasse de voir ces logiques maximaliste qui s'oppose, la logique maximaliste pro-fédéraliste et de délégation et de transfert de souveraineté de M. Macron d'un côté, et de l'autre côté, les logiques de reprise en main de décisions souveraines telles qu'elles semblent s'imposer, on le voit dans un certain nombre de pays. Dernier point que j'ajoute là-dessus, c'est que ça va être les Russes vont pouvoir jouer sur ce point sur la scène internationale européenne. Ils vont pouvoir aussi sans doute jouer sur ce qui se passe au sein même des différents pays, comme la France, où M. Macron joue son habituel, j'allais dire, rôle pour cliver au maximum, pour polariser au maximum la scène. Vous avez bien entendu les termes qui ont été les siens hier, qui sont les éléments de langage qu'il distillait dans la presse et que la presse nous rabâchait depuis quelques jours, qui est qu'il y a ceux qui sont derrière lui, finalement, qui sont ceux qui sont courageux, et puis de l'autre côté, il y a les capitulars. C'est ça le terme qui a été mis dans la discussion. Et donc, il va polariser la scène politique pour rejouer exactement ce qu'il avait joué au moment des élections européennes, exactement ce qu'il avait joué au moment de la présidentielle de 2022, à savoir faire apparaître cette séquence comme une séquence existentielle. Mais la séquence n'est pas existentielle pour la France aujourd'hui. Elle ne serait même, s'il n'y avait pas tant d'erreurs qui étaient commises, même pas existentielle pour l'Union européenne. La séquence est existentielle pour M. Macron en tant qu'homme politique. C'est tout. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il nous dit la séquence est existentielle, mais elle est existentielle pour moi. Et il voudrait nous faire passer ça pour une séquence existentielle pour la société tout entière. C'est là le gros hiatus qui apparaît et qu'on ne met pas suffisamment en exergue. On paye aujourd'hui le prix d'avoir un président aussi faible politiquement, aussi déclassé, aussi illégitimé par les séquences politiques qui se sont succédées depuis maintenant, j'allais dire depuis 2017, ça ferait 8 ans, mais au moins celles qui se sont succédées en accéléré depuis 2022. Alors, ce qui est existentiel, par contre, pour nos concitoyens, ce sont les services publics, l'hôpital public, les transports, bref,
tout ce qui fait que la société fonctionne et tient, et tout ça est de plus en plus cassé et rogné. Si la classe politique est paralysée pour les raisons que tu as indiquées, avec des, des soutiens parfois inattendus à ce délire belliciste, je pense à Thomas Guénolé qui s'engage dans la réserve pour aller combattre le bolchevisme à l'Est. Bon, c'est tout à fait amusant. Ouais, mais moi, ça m'amuse pas parce que les pitres comme ça qui n'ont pas de colonne vertébrale idéologique arrivent à se faufiler dans tous les interstices. Je rappelle que c'est Thomas Guénolé qui est venu au sein de la France insoumise faire tomber la ligne plan A, plan B telle qu'elle avait été définie, qui serait bien utile aujourd'hui dans la période, qui est venu apporter son histoire d'opt-out qui n'a absolument aucun sens, ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue politique, et qui a eu sur ce sujet l'écoute de Jean-Luc Mélenchon, qui a imposé ça comme nouvelle ligne, finalement, pour faire qu'il n'y ait plus de plan A, plan B, mais qu'il n'y ait plus que le plan A, qui est d'aller faire la bise à Madame von der Leyen. Donc, moi, les gens qui sont comme ça, qui ensuite viennent pour à leur petite 15 secondes de gloire sur un plateau télévision ou sur un plateau de radio, venir nous annoncer quelque chose qui n'a pas de lien, qui n'a pas de matérialité. Vous voyez, M. Guénolé n'a aucune chance, aucune, pas une, d'aller combattre sur le front en Ukraine ou faire quoi que ce soit auprès des armées, mais qui se servent de ça pour venir faire leur petite propagande personnelle tout en nourrissant le bellicisme qui nous met tous en danger. Ça ne m'amuse pas. Je n'aime pas les gens comme M. Guénolé. Je n'aime pas cette façon de faire de la politique. Pardon, excuse-moi, Georges, pour ce coup de gueule. Non, tu as raison. Je n'arrive pas à ne pas rigoler en pensant à Guénolé avec un casque. C'est pour ça. L'image m'est rentrée dans la tête. Mais sur le fond, tu as parfaitement raison. Parce que c'est très exactement ce qui empêche de penser en faisant comme s'il y avait un bien et un mal. Et c'est tout le problème général des relations internationales depuis que cette logique avec nous ou contre nous qu'avait formulée très clairement George Bush, pèse et empêche de trouver tout simplement des solutions. Donc oui, donc à part, donc je disais, ce qui est existentiel pour les citoyens, c'est les services publics. Et on se souvient l'année dernière, on vient de finir le salon d'agriculture. L'année dernière, c'était un salon d'agriculture qui était un peu plus agité, où Emmanuel Macron a dû s'enfermer entouré de CRS dans le pavillon 4, et avec y compris dans ce salon, des agriculteurs qui, très très clairement, j'y étais, disaient on va pas envoyer 3 milliards à l'Ukraine, on en a besoin pour l'agriculture. Et là, on nous sort des sondages assez étonnants d'adhésion au soutien à l'Ukraine, envoi d'armes, et ainsi de suite. Moi, alors, franchement, j'ai pas de chance, mais de ma banlieue au fin fond de l'Allier ou du Lot, c'est pas du tout ce que j'entends quand on descend dans la population. C'est même tout à fait le contraire, sans qu'il y ait de spécial désamour envers l'Ukraine, mais c'est plutôt des soucis du quotidien. Est-ce que alors, voilà ma question, si les politiques ne réagissent pas, n'osent pas réagir, on sait que si les dépenses de défense augmentent dans un contexte où les entrées d'argent sont faibles, où la production industrielle est faible, nécessairement, il va falloir faire une politique d'austérité. Ce sont les sacrifices dont tu as parlé hier soir, enfin, qu'il n'a pas évoqué directement, mais on a compris entre les lignes, et ce sont les sacrifices évoqués hier soir par Emmanuel Macron. Est-ce que tu ne crois pas que le ras-le-bol va venir de là de citoyens qui ne vont pas accepter qu'on enlève une aile supplémentaire à l'hôpital pour acheter un système d'armes à l'Inde, car on ne produit pas, qui va rouiller quelque part, puisqu'on n'entrera pas en guerre avec la Russie, vu que c'est une nation nucléaire. Bah, pour le coup, on voit bien qu'il y a cette tentation partout d'ailleurs, hein, y compris aux États-Unis, de mettre le couvercle sur la cocotte. Et autant aux États-Unis, les questions, j'allais dire de pouvoir d'achat, ils n'appellent pas ça comme ça là-bas, mais la question de l'inflation notamment a été très prégnante pendant la campagne présidentielle. Autant elle a quand même beaucoup
disparu et les questions internationales aident aussi aux États-Unis à mettre cette question un petit peu sous le tapis, ou en tout cas à la faire passer au second plan. Nous, on voit bien que c'est ça qui va se passer. J'évoquais tout à l'heure l'austérité à mots couverts qui est réintroduite par le président Macron, et finalement personne qui semble s'y opposer dans la période. L'austérité, on parle d'austérité pour les services publics, mais l'austérité, je disais aussi structurelle, puisque j'évoquais le fait que l'âge de départ à la retraite était l'un des exemples que M. Macron lui-même prenait pour montrer qu'on pouvait se donner des marges de manœuvre. Hier, il a dit qu'il ne fallait pas reproduire, qu'on ne pourrait pas reproduire les méthodes ou les outils qui avaient été utilisés par le passé. Ça veut dire qu'il cherche à pousser au maximum son avantage. Est-ce que les populations sont en capacité, dans ce moment qui est un moment où ils ne vont pas trouver de point d'appui dans la sphère médiatique mainstream, où ils ne vont pas trouver d'appui pour l'instant auprès des oppositions. Donc, est-ce qu'ils vont arriver par eux-mêmes à faire remonter cette colère populaire qui existe? Moi, j'ai les mêmes retours que toi. Hier, j'étais au bord d'un terrain pour amener ma fille faire une compétition de sport. J'ai des gens qui passaient, des dames qui passaient derrière moi. Je les entendais parler. Elles étaient en train de dire, il est hors de question de continuer à envoyer de l'argent pour l'Ukraine, c'est nous qui allons trinquer derrière. Donc moi, je suis d'accord sur cette colère sourde et cette compréhension globale. Mais est-ce qu'elle va être capable de se matérialiser si elle n'a pas une expression aujourd'hui sur la scène politique? On en revient toujours au même problème, qui est le problème de l'offre politique qui est déficiente dans notre pays. Il lui faut un relais à cette colère populaire. Bien sûr, elle peut agir et se déverser dans un moment paroxystique comme celui qu'on a connu avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais enfin, on sait aussi que ces mouvements-là sont extrêmement compliqués à reproduire, sont d'autant plus compliqués à reproduire que le souvenir de la manière dont on a été traité dans ces séquences-là est frais et encore dans les têtes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche de repartir un mouvement qui serait similaire, pas pareil, mais similaire dans ses aspects, mais pas dans ses formes, à un mouvement des Gilets jaunes? C'est qu'on sait la répression qui s'est abattue, on sait la manière dont ils ont été abandonnés à la fois par le soutien politique institutionnel et à la fois la volée de bois vert qui leur a été infligée par les médias dominants. Donc il y a cette difficulté-là, et aujourd'hui, faute d'offres politiques, ça va pas être simple de le faire. Il faut miser sur cela. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que de miser sur cette carte. La seule composante lucide de la société, c'est son peuple. C'est pas sa classe politique. Ce sont pas ceux qui polarisent la vie politique en permanence pour servir leurs intérêts. Ce ne sont pas ceux qui se contentent de vivre dans la tripartition parce qu'ils espèrent avoir et glaner des rentes de situation de cela, et qui, pour faire vivre la tripartition, utilisent la bipolarisation du champ politique. Il faut sortir de ça. Comment le faire? C'est quand même toute la question. Quels sont les indicateurs qu'on va pouvoir mettre en exergue pour faire et pour donner à voir cette colère? Je sais pas jusqu'à quel point il y a une disponibilité dans les esprits. La colère existe, la disponibilité demande encore à se matérialiser. J'ai du mal à me dire que dans les semaines et mois qui viennent, le pouvoir n'arrive pas à faire rentrer dans le rang les gens à coup de voyez l'instabilité politique, voyez les attaques des marchés qu'on va subir, voyez la guerre commerciale qu'on va être en train de mener avec les États-Unis, voyez la guerre physique et matérielle qu'on devrait mener contre la Russie ou qu'on mènera demain contre la Russie parce qu'elle sera en train de nous attaquer. Et comme ces gens ne sont pas une contradiction près, ils s'en fichent de ce qu'ils sont en train de raconter. Ils peuvent raconter tout et son contraire. Ils nous ont dit il y a 10 jours que les Russes amenaient du matériel sur la ligne de front avec des ânes. Et maintenant, hier soir, le président Macron nous a dit que dans 5 ans, les Russes allaient envahir toute l'Europe et allaient venir mettre le drapeau russe sur la tour Eiffel. Vous voyez, tout ça n'est pas raisonnable. Monsieur Macron, hier, nous a dévoilé, il était dans une partie de l'écran, et dans l'autre partie de l'écran, pour ceux qui n'ont pas vu, on a eu un PowerPoint qui a été réalisé par un stagiaire de première année de chez McKinsey, sans doute, qui nous montrait l'évolution des dépenses militaires russes de 2025
à 2030. Et donc, on nous montrait que les dépenses et l'armement militaire russe allaient augmenter de entre 20 et 25%. On allait passer, je crois, de 1200 avions à 1500 avions, etc. Donc, tous ces gens nous disent que les Russes sont incapables de gagner la guerre en Ukraine, et d'ailleurs qu'ils vont la perdre, et qu'ils vont augmenter d'à peine 20 ou 25%, alors qu'ils sont en économie de guerre aujourd'hui, et depuis déjà 3 ans. Donc, ils vont à peine être capables d'augmenter de 25% leur capacité, mais que c'est eux qui vont nous attaquer. Voilà. Et on a ce récit qui finalement passe crème. Voilà. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que depuis hier soir, depuis cette tartufferie du président de la République, il y a aussi peu de réactions. Et finalement, c'est la résignation politique et le suivisme médiatique qui aujourd'hui sont les principaux adversaires, finalement, au-delà de M. Macron lui-même, du peuple français. Alors, Thomas Gris nous rappelle que Jaurès nous invitait à nous méfier des agresseurs du dehors, mais aussi des aventuriers du dedans, ces charlatans de patriotisme qui confondent leurs intérêts avec ceux de la nation. En tout cas, qui utilisent des événements extérieurs pour avancer leur vie. Moi, quand même, les conséquences des effets boomerang, des sanctions. On a parlé ici dans une émission avec Jacques Sapir, qui lui n'a pas fait de graphique PowerPoint première année McKinsey. Elles ne sont pas bons du tout sur l'ensemble de l'Union européenne et en particulier pour la France. Si là-dessus, s'y ajoute une guerre commerciale américaine qui, de toute façon, avait déjà commencé sous Joe Biden, les choses peuvent économiquement craquer avant même que le peuple se soulève d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, et ne parlons pas d'une aggravation des comptes publics pour l'achat de matériel militaire immédiat. Car la situation, comme tu le sais, de production d'armement en Europe, et en particulier en France, est très pauvre. Hein. On ne peut pas produire les lignes de production, ça se met en place sur plusieurs années. Donc l'achat, c'est de l'achat du matériel américain, c'est israélien, indien, coréen, sud-coréen. Donc une aggravation folle de la balance commerciale de l'Europe et de la France dans le mauvais sens. Et à un moment donné, avec la hausse des taux d'intérêt, les marchés ne vont pas suivre infiniment une économie qui s'effondre. On prête de l'argent à des gens qui, à la fin, peuvent en faire quelque chose. Bon, on verra ce qu'il en sera, mais je trouve qu'ils prennent pas mal de risques, tous les Macron de France, avec la ligne qu'ils tiennent. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, Georges, je me suis peut-être mal exprimé. Je suis d'accord avec ça. Ça peut craquer, mais pour que ça craque, il faudra quand même à un moment donné qu'on arrive à avoir une expression politique de ça. Or, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que je disais tout à l'heure que, par exemple, c'est l'exemple que j'ai pris sur la dissuasion nucléaire, elle porte sur 2 aspects. Le premier, c'est sur la crédibilité militaire, nous l'avons, et le deuxième, c'est sur la confiance dans le politique. Or, comme la confiance dans le politique aujourd'hui n'existe pas, je serai l'un des membres des oppositions, je me dirais que plutôt que continuer à dire il faut faire sauter M. Bayrou parce que le destin de M. Macron est lié au destin de M. Bayrou sur des questions politiques françaises, je poserai la question internationale comme une question qui est reliée à la question intérieure. C'est aujourd'hui le déficit de légitimité et de confiance dans la politique en France qui ne permet pas à la France d'assumer une position claire sur la scène internationale. Et donc, M. Macron ne peut pas être dans ce contexte aussi dramatique que lui-même décrit l'homme de la situation jusqu'en 2027. Donc, il faut raisonnablement, pour les intérêts et pour les raisons qui sont celles que M. Macron a décrites, tiens, pour le coup, pour ces raisons-là, il faut qu'on fasse sauter M. Macron. Et donc, il faut se saisir de tous les leviers qui sont à disposition pour cela. Et puisque je boucle la boucle, je reviens au fait que le destin politique de M. Macron dans notre pays est inextricablement lié à celui de son ultime Premier ministre. Eh bien, peut-être que ce serait le temps de passer à l'offensive, mais pour des bonnes raisons, pas pour de la politicaillerie, pour des raisons d'efficacité sur la scène internationale. Et prenons M. Macron au mot là-dessus.
au lieu de ça, qu'est-ce qu'on entend? Enfin, je le répète pour la 10e fois aujourd'hui, mais enfin, on entend oui, M. Macron a raison, je n'ai pas un mot à enlever à ce qu'a dit le président de la République, et blablabli, et blablabla. Eh bien, merci, François. Je crois que tu dois rejoindre tes élèves. C'était très très clair. Et ta dernière analyse est, je pense, très très juste et donne un espace politique à ceux qui voudraient le saisir, car c'est exactement ça qu'il faudrait faire. Merci à toi. Bonne Merci. journée et on te revoit très bientôt sur Fréquence Populaire. Salut les amis, à bientôt. Salut.